Vous avez le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Oui. Non. Ça va? Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. 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 J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie. Je dois être gentille, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire un petit message d'introduction parce que forcément ça devait arriver un jour, mais nous avons eu un petit souci de micro lors de l'enregistrement de ce podcast, donc nous avons réussi à sauver comme il se doit l'épisode, mais donc on s'excuse d'avance par les petits soucis sonores par moment, notamment quand je parle. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous allez apprécier cet épisode malgré tout. Je vous remercie beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, merci d'être là pour ce nouvel épisode de Rebonjour. Et vous prévenir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a changé un peu le setup. Nous ne sommes pas dans notre cadre habituel, mais dans la médiathèque de l'école supérieure d'art de Lorraine à Metz. Et aujourd'hui, nous profitons de ce nouvel espace pour vous proposer un reset du podcast, repartir sur des nouvelles bases, éviter de trop nous répéter, tout en restant en évolution et en vous proposant un contenu agréable pour l'écoute et pour le visionnage. Nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Lampard et Céline Krips, toutes les deux graphistes, mais sous différents statuts. Et elles ont une histoire commune, il y a des chiens, des stages, une passion partagée pour le papier. Et avant de commencer, je voulais prendre quelques secondes pour un moment, je vais recommencer. Avant de commencer, je voulais prendre un moment pour penser à Seb Roche, ancien ébéniste de notre école, car il nous a quittés malheureusement il y a quelques jours. Et il a été un grand soutien à l'époque pour les élèves et les comprenait. Et à l'époque, je lui avais demandé pour mon diplôme de me faire une table en escalier qui monte idéalement jusqu'au ciel, et bien sûr jusqu'au plafond. Et sa création était si belle que si j'avais continué dans l'art contemporain, j'aurais aimé la poursuivre, cette table, avec lui. Donc merci Seb, toutes nos pensées sont avec toi. Et puisque nous sommes en médiathèque, donc il n'y aura pas de cris comme d'habitude, parce que sinon on va se faire taper les doigts par le médiathécaire. Mais nous pouvons faire un accueil chaleureux à nos invités, avec des applaudissements doux ou en ASMR, comme vous voulez, avec les mains. Veuillez accueillir Sarah et Céline. Merci beaucoup et bonne écoute. Salut les filles. Salut. Merci d'être venue, c'est trop bien. Alors, on a déjà fait un petit résumé sur les réseaux aussi de votre travail, mais est-ce que on va rentrer directement pour situer un peu votre parcours? À quel moment vous avez compris que vous alliez faire du graphisme? Est-ce que c'était pendant l'école ou à votre sortie? Voilà, tout ça. Ouais, pour ma part, j'ai su que je voulais être graphiste bien avant, quelques temps avant de rentrer à l'école, déjà quand j'étais au lycée. Ouais. Donc après le lycée, je suis arrivée aux Beaux-Arts et voilà. Et bon, dès la première année, la première année c'était une petite épreuve parce qu'à l'époque, il y a du coup 10 ans, la première année était très arty. Bon, on rentre dans une école d'art, donc c'est normal. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça a changé et qu'il y a plus déjà d'introduction au design graphique. Mais il y a 10 ans, pas du tout. Et je me suis retrouvée à faire de la peinture avec le doigt en première année. Avec le doigt. Comme ça, faire des petits ronds. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Mais bon, il faut tenir le coup. Et après, les autres années, voilà... Après, en deuxième année, tu as pu te spécialiser un peu plus. Voilà, c'est ça. Ouais, au fur et à mesure. Et du coup, juste ça s'est concrétisé et je savais que
je restais avec cette idée-là, quoi. Ok. Mm. Et donc c'est arrivé quand même très très tôt. Ouais. Ouais, t'es venue pour ça, quoi. Mm, mm. Ok. Carrément. Ouais, ça c'est bien. Moi, je pense que j'ai su aussi assez vite que je voulais faire du graphisme, mais c'était pas clair. On va dire que j'avais pas le mot graphiste déjà en tête. Après, je suis restée à l'ESAL pendant 3 ans, et c'est justement après ces 3 ans que j'étais plus ou moins sûre de ce que je voulais faire. J'ai intégré ensuite les arts décoratifs, la IR à Strasbourg, et même si à ce moment-là, c'était plus que clair que je voulais être graphiste, parce que j'étais dans une section design graphique. J'ai tout remis en question bon nombre de fois, mais je crois plus par peur de me lancer, de commencer à travailler, de me dire ok, là maintenant c'est la vie active jusqu'à la fin de mes jours. Du coup, j'ai eu un moment après les arts décoratifs où je me suis dit peut-être qu'en fait je vais faire de l'hôtellerie. Je me suis inscrite en école hôtelière et en fait au même moment j'avais aussi postulé pour la NRT à Nancy, un post-master de recherche typographique, mais que je pensais pas du tout avoir. Et puis bon, en fait je l'ai eu. Donc je suis partie à la NRT et c'est vrai que là je pense que tout s'est concrétisé. On va dire que là je me suis vraiment rendu compte que je voulais être graphiste, pas dessinatrice de caractère. Et voilà. Ok, trop bien. En gros, est-ce que est-ce que le cadre de l'école vous a rassuré ou vous a plutôt mis un peu en crise par rapport, en tout cas en remise en question dans ce premier désir-là, ou dans ces désirs de forme, même si tu n'avais pas le nom du poste, du métier en question. Est-ce que ça vous a nourri, élevé, remis en question sur des choses ou pas du tout C'est sûr que c'est des études, on va dire, compliquées émotionnellement. Mais ouais, moi, je pense que j'ai toujours regardé le cap de ce métier. Et c'est surtout que dans nos études, il y a quand même toujours cette dualité entre est-ce que tu te considères comme étant artiste. Moi, j'étais toujours, je sais pas trop, artiste pour moi, ça veut un peu tout et rien dire. C'était un grand mot. Et graphiste, c'était peut-être plus rassurant, je sais pas. Mais on peut être graphiste en se considérant artiste. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, mais de volonté de faire. Enfin moi, je savais déjà que le fait d'avoir une commande, c'était super important pour moi pour booster ma créativité et pour savoir ce que je voulais faire de tel ou tel projet. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais voulu faire des stages, notamment avec Céline, où je cherchais par le biais de tel et tel projet à répondre à une commande. Donc là, c'était pour archéologie imaginée, donc dans le cadre du cours de photo. Et du coup, on avait fait ce projet. Donc moi, j'ai fait des photos pour ce projet. Et quand j'ai su qu'il y avait un catalogue à faire, c'est ma page, je crois. Ouais, c'est ma page, ouais. Quand j'ai su qu'il y avait un catalogue à faire, j'étais là, je vais trop le faire. Et j'ai su que du coup, Céline était missionnée pour le faire. Je me suis dit, je vais essayer un peu Tu l'as rencontré, du coup. Voilà, on s'est rencontrés. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai assisté à comment elle a produit tout ça de A à Z et c'est notamment par le biais de ces nombreux stages que je savais que vraiment c'était cette manière de faire de répondre à un projet, à une commande qui moi m'animait quoi. Voilà. Oui, on peut dire aussi il y a une différence de génération. Tu es sortie Céline en quelle année pour préciser De l'ESAL, j'ai été diplômée d'un DNAP en 2012 et après de la IR 2014 et à INART 2015. Ouais, ok, d'accord, très bien. Et Sarah, tu es sortie en quelle année au master 2022. 2022, ouais. Donc je trouve ça super cool que deux générations assez espacées se rejoignent par, on va dire, un médium ou un métier justement que tu vas chercher. Trop bien. Et justement, par rapport au parcours professionnel après l'école, est-ce que vous aviez, en tout cas, comme tu disais, Sarah, toi, déjà, tu avais un peu une ligne droite, stage, tu savais qu'à travers le stage, tu allais apprendre vraiment une mise en pratique concrète d'un métier. Et Céline, toi, est-ce que tu as varié un peu les essais après l'école du travail
autour du métier sans trop le savoir. Est-ce que tu as un peu expérimenté ça ou pas En quelque Enfin, sorte, début de oui. parcours, quoi. Moi, pour le coup, j'ai pas fait de stage. J'ai eu malgré tout des expériences qu'on va assimiler à des stages, mais c'était des expériences pro en fait. J'avais déjà des commandes grâce aux écoles par lesquelles je suis passée. Mais pour autant, moi je savais que je voulais pas me lancer en indépendante. C'était même pas une option. Comme je l'ai dit avant, j'ai eu en plus une grosse remise en question parce que j'avais hyper peur de me lancer dans le travail pro. Donc je me voyais d'office partir en agence. Ça semblait être la suite logique pour ne pas être toute seule. Sauf que moi, j'envisageais vraiment de partir à Amsterdam, c'était mon rêve. Et tous les studios que j'ai sollicités à l'époque me disaient qu'il fallait absolument que j'ai 3 ans d'expérience. Donc du coup, je suis partie au Luxembourg. Parce que pour moi, à ce moment-là, c'était la solution de facilité, pour être honnête. Parce que c'était, je revenais à Metz, j'avais encore des amis à Metz. Il y a plein de studios et de bons studios au Luxembourg. Donc j'étais partie pour 3 ans et j'ai fait 1 an et demi parce que c'était clairement pas pour moi. J'ai pas eu du tout les bonnes expériences en agence. Je me suis rendu compte qu'avoir un patron, c'est pas forcément fait pour moi, pour être honnête. Une boss lady, quoi. Ouais, c'est une manière gentille de dire les choses. Non, c'est vrai, en mode oui. C'est gérer tes propres commandes. Oui. Mais du coup, voilà, c'était un peu mes expérimentations à moi avant de me lancer en tant qu'indépendante il y a 10 ans. Ok. Oui, donc du coup, à l'inverse, Sarah, toi, t'as senti très vite que que ce serait pas forcément tout de suite là, indépendante à 100%, mais plutôt travailler pour des personnes. Ouais, Tu donc. peux me dire ce que tu fais aujourd'hui aussi Ouais. après l'école. Quand je suis sortie de l'école, j'ai fait un service civique, je vous le dire, parce que c'est un petit conseil. Si vous savez pas trop quoi faire direct là quand vous sortez de l'école, les services civiques, ça peut être très chouette, même si c'est pas du tout dans ce que vous voulez faire après. Ça permet un peu, ça fait une passerelle en fait entre les études et après le vrai job. Moi j'avais la chance de faire déjà du graphisme pendant mon service civique, c'était à la région Grand Est. Et quand le service civique arrivait à sa fin, j'ai commencé à chercher un peu doucement. Et justement, j'en parle à Céline qui me dit « mais Studio Polenta au Luxembourg cherche un junior ». Et donc je me dis super occasion, donc je postule. Premier entretien, deuxième entretien, et voilà, et je suis prise. Et donc c'est là-bas que je travaille aujourd'hui depuis bientôt 3 ans. Coucou les collègues qui vont m'écouter. Voilà. Il faut préciser que c'est un excellent studio, vraiment. Elle ne le dira pas, mais pour moi, je pense, un des meilleurs studios au Luxembourg. Et donc voilà, donc aujourd'hui, j'y suis encore et pour le moment, ça me correspond parce que je considère que j'apprends encore beaucoup de choses, des choses qu'on n'apprend pas à l'école, ce qui est aussi normal parce que là, c'est lié à d'autres aspects, de parler avec les clients, les devis. On va en reparler après, mais ouais. En fait, justement, est-ce que, comment dire, donc, on va juste remettre votre statut pour les élèves et tout. Toi, Céline, tu es artiste-auteur, d'accord ? Exactement. Donc sur le SAF, parce que quand on est artiste-auteur, ça recouvre tout le travail de graphiste, parce que c'est vraiment un travail de créa de A à Z, et donc il y a des droits d'auteur là-dessus. Et voilà, et toi, Sarah, tu es les deux. Donc tu es sous une agence. Ouais, employée. Un salarié. Et j'ai aussi encore mon statut artiste-auteur quand cette année j'ai fait un petit atelier et j'ai pu du coup le faire par ce biais-là. Voilà. Je le garde parce que on peut le garder. Donc. Oui, en plus si c'est une créa justement même personnelle qui arrive d'un coup, tu peux très bien la réaliser. Il faut toujours être en accord avec l'agence avec laquelle on travaille, mais on peut garder les deux. Trop bien. Et est-ce que justement, quelles sont les choses que vous avez découvertes en commençant le travail que vous ne saviez pas trop à l'école, justement quand vous avez des liens avec des clients, avec votre agence, quels sont un peu les manques que vous avez ressentis ou pas du tout, ou alors ça glissait, que vous avez appris sur le tas et ça allait pour vous? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les choses là ou pas? Il y en a
Mais en même temps, il y en a forcément, mais moi je me demande si c'est vraiment à l'école de les apprendre. Ouais, non. Parce que je pense qu'on a évoqué toutes les deux, c'est les contacts avec les imprimeurs, le choix du papier, le stress qu'on a au début quand on envoie un premier fichier d'impression, la bonne manière d'exporter des fichiers. Alors tout ça, on peut l'apprendre à l'école, mais pour moi, ça s'apprend sur le tas, en travaillant, en pratiquant et dans des projets réels, parce que la responsabilité n'est pas du tout la même. Bien sûr. Quand vraiment tu envoies un fichier, je sais pas, 1000 exemplaires et un fichier à l'école, c'est pas pareil. Oui, parce que tu peux être 15 dans une classe et envoyer un seul fichier à 15, et là tu as la pression juste sur tes épaules quand on voit un c'est ça. Je vois très bien. Oui, puis à l'école, on est son propre imprimeur presque. Enfin, on passe sur le copieur et voilà. Donc, il y a plein de choses auxquelles on n'est pas encore confronté, mais c'est aussi normal. Mais voilà, il faut savoir qu'après, il y a tout ça qui arrive et qu'il faut les apprendre et essayer de les apprendre bien parce que voilà, c'est méga important. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement vos spécialités à chacune, donc vraiment de créa, juste là. Nous présenter vos projets aussi. Si là, on a 2-3 bases, mais quelles sont un peu vos plus grosses commandes dans l'année, des créations que vous réalisez ou pas. Sarah, je te laisse. C'est quoi toi là Ouais, c'est vrai que ce n'est pas mal. Moi, je suis spécialisée spécialisée, c'est un grand mot, dans tous les supports imprimés, création d'identité visuelle surtout. Quand j'ai démarré, je faisais énormément d'éditions, donc le fait qu'il y en a beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir comme premier client les Halles, ce que je fais depuis, ça fait 9 ans maintenant que je m'occupe des catalogues des diplômés de l'école. Celui que tu montres justement, c'est en est un sur lequel Sarah avait travaillé avec moi. Puisqu'on avait travaillé donc sur archéologie imaginée en tant que stagiaire. Et sur celui-ci, c'était aussi pendant un stage, il me semble, je ne sais plus. Ou comme ça, parce que j'avais besoin d'un coup de main, je crois. Mais sinon, aujourd'hui, ma pratique, elle s'est un peu plus diversifiée, en quelque sorte. Je fais un peu moins d'édition qu'avant. Je travaille plus dans le culturel, pour des musées, des événements, mais aussi pour des particuliers ou des shops, des restaurants, des bars. Et je fais de plus en plus de travail de fresques pour différents types de clients. Donc voilà, maintenant c'est devenu un peu plus varié. On mettra des petites en panneau, on vous mettra en live tout le travail aussi que vous avez vu aussi sur Instagram. Je remonte un peu. Ça, c'est une édition de Cyril Lévesque qui est juste là. Ancienne étudiante aussi de l'école. Pardon, je vais faire tomber un truc. Oui, il y a une petite édition en plus. C'est un livre auto qu'on a fait ensemble il y a quelques années maintenant, mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié faire parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir ce type de projet qui nous permettent de travailler le façonnage jusqu'au bout, justifier chaque élément et puis voilà, se permettre d'utiliser des beaux papiers. Puis le travail de Cyril est vraiment beau et se prêtait vraiment bien à cet objet, je trouve. Oui, complètement. Des belles matières. Trop bien. Et Sarah ? Du coup, on est aussi beaucoup en print et c'est aussi ce que je préfère faire, donc ça tombe bien. Là, oui, j'ai ramené Temps de trajet sur lequel j'ai travaillé beaucoup l'année dernière. Donc, premier gros projet d'édition, toute seule au sein de l'agence, épaulée évidemment, mais voilà, premier gros projet. C'était une chouette aventure, ce livre. La responsabilité, l'engagement. La responsabilité, l'engagement, et puis, de travailler avec les auteurs, l'illustrateur. Et après, on fait aussi des identités. On a fait une fresque aussi, il n'y a pas si longtemps. C'est super varié et c'est ça qui est très chouette, mais très porté aussi sur l'objet imprimé, et donc c'est chouette. Et justement, comment vous travaillez le papier, comment vous le choisissez? Est-ce que vous êtes dans des imprimeurs, c'est soit conseillé par l'agence ou alors des collègues qui vous conseillent telle imprimante, telle imprimante, pas du tout, tel imprimeur. T'imagines toi, juste l'imprimante là. En vrai, oui. Il y a un peu de ça. Que la marque. Ah bah oui. Comme en caméra, en appareil photo, on a que des marques prises. Bref, tu vois.
Ouais, du coup, comment ça se passe un peu le processus quand quand un client vous propose tel projet, édition ou alors qu'importe, ou alors une revue, qu'importe, mais c'est quoi un peu les étapes pour les étudiants pour qu'il y ait un peu un exemple concret? Moi, je pense en tout cas que le papier, il faut y penser, bon, peut-être pas dans les premières choses, mais c'est quand même méga important dans ce que va donner le livre, parce que là, par exemple, moi, j'avais choisi un papier bouffant, alors petit moment lexique. Ça fait que le livre est plus épais qu'il aurait pu l'être, en fait, parce que le papier est plus dense dans sa matérialité. Et voilà, c'est des choix aussi après de texture, si on choisit un papier couché, non couché, un peu trop jaune, pas assez jaune. Là, quand on a un livre avec des illustrations, faut surtout pas que le papier prenne trop le dessus et que ça interagissent trop avec les illustrations, que ça leur apporte, je sais pas, une texture ou une couleur différente. Donc tout ça, il faut le réfléchir quand même pas mal en amont. Et voilà, ou alors sur les couvertures, là, comme il y a une toile, voilà, ça apporte tellement de choses. Mais c'est vrai que comme elle dit Sarah, le papier, ça a vraiment son importance. Là, par exemple, sur le livre de Cyrielle, le papier, il semble être ivoire. Je cherchais une bonne page. En fait, c'est un papier qui est très blanc, qu'on a choisi toutes les deux parce qu'il mettait vraiment en avant ses photos. Il est vraiment adapté à de la pression de photos. Bien sûr, je trouve pas la même. En fait, on a imprimé un faux jaune pour que ces photos apparaissent vraiment bien blanches, pour qu'on garde vraiment la blancheur des nuages. Mais le papier, lui, est beaucoup plus doux finalement que ça va pas les photos. jauni les photos, quoi. Voilà. Le papier, donc il y a aussi des ça jaunit assez vite. Après, le papier, c'est aussi... on s'y intéresse ou on s'y intéresse pas. Moi, clairement, j'ai une passion papier, mais un peu extrême. Vraiment extrême. Mais au bureau, je pense que mes collègues, en général, viennent me voir, me disent « Je cherche un papier comme ça ou comme ça, t'as pas une idée ?» Parce qu'ils savent que je peux leur sortir en général. J'ai des nuanciers papier, j'ai les newsletters des fabricants de papier. Il y a pas longtemps, j'ai eu encore eu un SMS d'un commercial de fabricant de papier qui me disait « J'ai des nouveautés, tu veux que je passe te montrer ?» J'ai vraiment... Ah mais j'adore. J'ai vraiment un problème avec ça parce que je trouve que le papier, c'est... J'ai l'impression de passer pour une folle. Je trouve qu'en fait, j'en ai beaucoup. Mais je trouve que le papier, en fait, ça va même apporter un visuel dans certains cas. Là, par exemple, sur la série des catalogues, c'était les 3 premiers que j'avais fait. En fait, pour les catalogues de l'école, on a fait 3 séries différentes. Donc là, il n'y en a que 2 qui sont montrées, et puis il y a les 3 nains. Là-haut encore, les amis à l'accueil. Et donc sur la première série, justement, il n'y avait quasiment pas de visuel à part le logo. Et c'est le papier qui vient apporter le visuel. Pour chaque nouvelle édition, on a choisi un papier qui avait des particules à l'intérieur, ou un certain toucher, une certaine texture. Et moi, je trouve qu'au-delà du toucher et de la matérialité qui est importante que ça apporte, ça vient aussi apporter un visuel. Oui, bien sûr. Oui, et puis même, ça peut même, vous me dites si je me trompe, mais souligner une couleur, justement mettre en valeur un texte ou une image encore 2 fois plus peut-être que juste un papier basique respectable, tu vois. Mais en effet, en fait, ce qui est, pour faire un petit lien aussi ce qu'on disait, c'est que c'est la création, quand on dit de A jusqu'à Z, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait chaque geste va compter. C'est pas juste je prépare un fichier et basta, c'est que... Ah oui, il y a tout l'après, Puis la reliure, pourquoi on choisit telle ou telle reliure. Si on choisit une reliure qui s'ouvre pas bien, il faut réfléchir aux mages à l'intérieur, autrement tu vois pas ce qu'il y a écrit au fond. Donc tout est réfléchi, autrement... Et est-ce que, comme en photographie, tu sais, est-ce que vous pensez aussi à la durabilité de l'objet, c'est-à-dire est-ce que... je sais que là, telle reliure, ça va durer 100 ans par exemple. Comme en photographie, des fois, si on fait sous verre, on sait qu'il y a une protection liée au soleil par exemple, qui va durer tant de... En plus, là, on est vraiment dans une médiathèque, donc c'est cool parce que très souvent, il y a des livres qui sont en train de vieillir, quoi. Et d'autres qui tiennent bien parce que justement, le papier est assez de qualité, quoi. Est-ce que ça compte aussi même dans les prix de devis, des commandes? Oui, moi là je sais que pour la couverture de temps de trajet, on a choisi de ne pas y appliquer un pelliculage. Donc c'est quelque chose qui va être comme un vernis un peu qui va être
mis par-dessus le papier. Mais voilà, il fallait être conscient que du coup, les coins peuvent s'abîmer un peu du livre. Non, pas du papier, de la couverture. Voilà, donc là, après, bon, la couleur est claire, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Mais voilà, c'est toutes des choses oui, auxquelles il faut penser aussi. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est important d'y penser, mais je crois que malheureusement aujourd'hui, il faut quand même se dire la vérité. Avant de penser sur la durée, c'est le budget du client qui définit la reliure. Et après, on fait en Non, mais fonction. c'est vrai, Bah oui, parce que c'est ça le départ d'un projet aujourd'hui. En tant que graphiste, on a du travail juste parce qu'on a des commandes. Donc du coup, c'est suivant un budget qu'on définit le format d'un livre, enfin si on parle vraiment concrètement des livres, le format d'un livre, le papier, parce que les papiers aujourd'hui c'est vite hors de prix, et ensuite la reliure. En parlant de ça, juste pour les étudiants, est-ce que vous pouvez aussi nous dire, là actuellement, en tout cas l'évolution de toi Céline en tant qu'indépendante, au début ça a pris un peu de temps à t'installer quand tu t'es mise en indépendante. Est-ce que tu as eu quelques clients, après ça s'est un peu accéléré? Après aujourd'hui je réponds quand même à quelques marchés publics, mais c'est pas du tout la majorité de mes clients, enfin je les ai pas par ce biais-là. Au départ, c'est vrai que oui, c'était compliqué. Clairement, je pense que j'ai bien eu 4-5 ans plutôt instable, ou en tout cas je ne me payais pas assez pour être vraiment sereine et voir longtemps devant moi. Moi j'ai eu l'avantage comme j'ai travaillé au Luxembourg avant pendant 1 an et demi, j'ai eu l'avantage d'avoir le chômage luxembourgeois pendant 2 ans qui m'a permis de me lancer en tant qu'indépendante. Sans cette aide-là, je ne pense pas que je l'aurais fait. Dans tous les cas, ce n'était pas vraiment dans mes plans, c'est un peu arrivé par la force des choses. Et après, en réalité, je pense que pour être honnête, ça a été en montée petit à petit, ça marche beaucoup du bouche à oreille. C'est que tu rencontres un client, un collègue, un artiste, après de fil en aiguille. Et puis les réseaux sociaux. Je pense clairement, à mon avis, moi je pense que j'ai au moins un tiers de mes clients qui me trouvent via Instagram. Et encore un tiers, je pense que c'est peut-être même la moitié en fait. D'accord, ok. Ou quand un futur client voit un projet dans la ville ou quelque part, et aussi des marchés publics, c'est très varié. Mais bon, c'est après une notoriété, j'ai envie de dire, qui après arrive petit à petit, comme pour toi. Après, les Alpes, pour moi, c'est quand même un cas particulier. J'ai pas tant de clients avec qui je collabore pendant 9 ans. Enfin, même là, ça fait 10 ans, parce que je crois que c'était mon tout premier client, puisque avant de travailler sur le catalogue des diplômés, j'ai travaillé sur le rapport d'activité. Oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment mon plus long client. Et malheureusement, j'en ai pas d'autres comme ça. Et quelques-uns qui reviennent, mais c'est souvent quand même des nouveaux projets, des nouveaux clients. Ouais, ok, trop bien. Avant de faire notre petite interlude, est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi votre journée type, et tu pourras nous parler aussi tu me parlais d'une carte de visite, une carte que tu offres en début d'année à tes clients. Ça c'est un peu on parlera après de votre journée type, mais si tu peux nous en parler rapidement. De ma carte de vœux ? Oui, merci. Carte de vœux. J'avais pas le terme carte de vœux. Oui, ma carte de vœux. Et bien, depuis que je suis indépendante, ça fait 10 ans que je m'amuse. En réalité, je me plains de m'être lancée là-dedans. Tous les ans, je fais une petite carte de vœux. Une obligation à toi-même. Mais vraiment. Et mon but, c'était de pouvoir faire un projet sans attente particulière, sans commande, juste pour tester des papiers. On y revient au papier. Pour utiliser des papiers que j'aime, tester des façonnages. Et puis oui, produire sans pression. Maintenant, clairement, je me mets la pression. Parce que oui, par exemple, cette année, j'ai trié 6000 confettis par couleur. Mais sinon, tout va bien dans ma vie. T'as même touché chaque confetti, tu sais, tu les touches comme ça. Beau papier. Non, mais après, je me plains beaucoup auprès de mes collègues à cette période de l'année, parce que tous les ans, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça ? Pourquoi je recommence ? J'ai jamais le temps, enfin bref. Mais au final, je suis contente de le faire. Parce que moi, ça me permet un peu de faire autre chose qu'une commande, de faire quelque chose pour moi et de ne pas me casser la tête sur est-ce que ça va être bien vu, bien perçu. Juste, ça me plaît à moi et c'est chouette.
Et puis c'est aussi pour te faire connaître un peu. Ah Quand ouais. tu envoies Ouais, ça à ça des gens, aussi. ça peut te donner des projets ensuite. Donc. Ouais, bah, je l'envoie principalement à des personnes avec qui j'ai collaboré, à mes clients, mais aussi à des musées avec qui j'aimerais bien travailler, par exemple. Ouais. Oui. Un peu comme je jette une bouteille à la mer. Du coup, c'est un truc Ouais. s'il vous plaît. Oui. Voilà. Oui, ça peut à la fois fidéliser, mais en même temps, on va dire personnaliser le lien par un objet de qualité. Donc, Et puis comme c'est quelque chose à quoi je tiens, au papier, j'aime bien pouvoir montrer aussi qu'on peut faire des choses qui existent et qu'on n'a pas besoin de faire tout sur les réseaux sociaux. oui, c'est clair. Ouais. Ou par l'IA, bien sûr. Est-ce que vous travaillez en télétravail chez vous, en bureau, en coworking? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu rapidement, parce que forcément on se dit qu'on peut être chez nous tranquille et faire nos projets tout maison, mais est-ce que vous avez besoin d'être seul ou d'être avec d'autres personnes, enfin d'autres collègues, on va dire? Bah, moi j'ai 2 journées type parce que du coup je travaille à 1h30 de chez moi en train, donc déjà ça commence par ça, et après j'arrive au bureau vers 9h et après dans la journée ça dépend des projets que j'ai, si on a des rendez-vous, voilà. Et après j'ai aussi la phase télétravail, mais je fais la même chose que ça soit à la maison ou au bureau. Après ça dépend un peu s'il y a des projets où j'ai besoin de plus d'aide, de regard, mais bon, enfin, ça, voilà. Tu sors un peu des bureaux s'il faut aller voir un imprimeur, des clients aussi, ou pas du tout? Oui, ça arrive. Comme des repérages un peu de travail? Ça arrive. Bah, on aime aller à l'imprimerie quand c'est un gros projet. Là, pareil pour le livre, on y va et on voit les tests. Et s'il y a un test, les premiers tests, il y a des choses à un peu rééquilibrer, on le fait. Donc non, ça dépend. Les journées ne se ressemblent pas toujours. Enfin, ça dépend. Et toi, Céline, au début, tu étais un peu chez toi et ensuite, tu as bougé. J'ai travaillé, il me semble, pendant 5 ans chez moi. Ça se passait bien, ça me convenait plutôt bien. J'étais pas toute seule parce que mon compagnon est indépendant aussi, donc du coup, on travaillait à 2. Après, le problème, c'est qu'il y a eu les confinements, les couvre-feux, et là, je suis devenue complètement zinzin. J'en pouvais plus de rester chez moi tout le temps, de voir personne. Je voulais déjà intégrer un espace de coworking depuis un moment, mais j'avais un chien et c'était hors de question pour moi de la laisser à la maison toute seule. Puis d'où le petit chien, parce qu'il y a une petite histoire aussi, c'est que Sarah à la base n'était pas très à l'aise avec les chiens. Et du coup, à l'époque où elle a fait un stage chez moi, je travaillais chez moi. Et il y avait le chien. Il y avait le chien entre les jambes de Sarah. C'est très bien passé. Elle était trop contente de me voir quand j'arrivais. Bien sûr. Je ne savais pas comment j'ai eu, moi, cette boule. Oui, beaucoup d'amour à donner. Écoute, Sarah, c'est normal, comment on te rend compte? Et j'ai fini par trouver un espace de coworking à Metz où mon chien était accepté avec en fait que des amis. Et c'est ça qui est super chouette, c'est qu'aujourd'hui moi je les appelle mes collègues, comme ça j'ai l'impression de ne pas être toute seule. Mais en vrai on est une quinzaine et moi je trouve que c'est super parce que on n'est pas que des graphistes, il y a des paysagistes et des architectes aussi. Moi, je peux avoir des avis tout le temps, on peut échanger, parce que finalement, nos métiers ne sont pas si éloignés les uns des autres, ça reste des métiers créatifs. Et je trouve ça vraiment super, je ne ferais plus marche arrière en tout cas aujourd'hui. Ça m'arrive de travailler chez moi par moment, peut-être par flemme, parce qu'il pleut trop pour aller au bureau, mais sinon, je ne voudrais pas en sortir en tout cas. Oui, parce qu'en effet, c'est aussi bien de se dire, il y a des épaules, où je peux demander en tout cas si là, mon tel projet, avoir un regard extérieur, sur un projet, ça fait du bien, quoi. T'es pas dans une solitude aussi, et de la remise en question, des fois inutile, quoi. Quand c'est pas le bon moment et tout. C'est clair. Je comprends. Trop bien, alors je vais en faire une petite pause. Comme d'habitude, ça va être très léger. Je vais vous conseiller un livre, maintenant, plutôt qu'à la fin. Et c'est un petit livre très sympa. Alors, le papier n'est pas... Ok, on regarde pas. En général, je me bassine avec des livres un peu, on va dire, costauds. Mais là, ça va être très léger. C'est La vie en rose. Et c'est assez ludique, très sympa. En gros, c'est vraiment disposé comme ça, avec des petites listes de choses à faire dans une vie. Pourquoi pas. Et des fois un peu cosy, des fois un peu léger. Et je vais vous en lire peut-être 2-3.
Je suis une mauvaise actrice, mais allons-y. Exemple, ici, je vais vous lire 2-3 extraits. Bien des projets ne voient pas le jour uniquement parce qu'on n'a pas fixé de date pour leur démarrage ou leur achèvement. Prenez date. Autre phrase qui n'a rien à voir. Visiter un planétarium ou un muséum d'histoire naturelle, par exemple. Autre exemple de ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure... Exemple, une autre page qui est un peu plus conséquente. Tentez votre chance, souvent, encore. Attends, je trouve le page, encore. Autre chose, chaque printemps, allez en Normandie, respirer sous des pommiers en fleurs, par exemple. Si l'essence coûte pas trop cher. Parce que par contre, là, voilà. Il y a des conseils, c'est à prendre seulement quand ça va mieux, au niveau financier. Hein, pas se mentir. Et un dernier exemple. Faites ce que vous aimez le plus, faites-le souvent, et trouvez vite des moyens de vous faire payer pour le faire. Ça, en vrai... Très adéquat. En vrai. Après, il y a quand même des personnes qui n'aiment pas... qui n'aiment pas mettre leur passion sous un métier. Ça le rend un peu peut-être trop important, ça a un coup de pression et du coup ça nique une passion. Ça peut niquer une passion, ça c'est sûr. Mais si vous prenez avec légèreté, ça peut le faire en tout cas. Voilà, donc La vie en rose, si vous voulez, de Dominique Glaucheux, si je le prononce bien. Glaucheux. On vous mettra à la fin, on vous mettra aussi sur Instagram et les réseaux, enfin tout ça, toutes les références ou en barre d'infos. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement vos inspirations, quelques exemples d'inspiration qui vous aident tous les jours à répondre à des commandes justement, à répondre à des projets multiples comme la fraise, comme une édition, tout ça. Quelles sont les choses qui vous nourrissent et qui vous aident aussi à repenser des formes, voilà, des points formels ou alors plus profonds, etc. Des sujets. La veille, en vrai. Dis-moi, excuse-moi. La veille, le fait d'être tout le temps Ouais. sur les réseaux, regarder ce que les autres font, ce qui se fait, mais à tous les niveaux. Je pense pas uniquement regarder ce que font les autres graphistes. Je pense regarder ce qui se fait en photo, en mode, voyager aussi beaucoup. Je pense, je sais pas, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est vrai que des fois, je vais retenir des couleurs, une gamme de couleurs par exemple, suite à un voyage, où je vais replonger dans des photos et puis essayer de me dire, tiens, ce jour-là, il y avait un beau ciel, et essayer de choisir un peu ces couleurs-là. Enfin, bon, en tout cas, c'est ça. Vous notez, vous prenez en photo ces motifs-là, tu vois, du style un paysage ou de la colorimétrie, mais est-ce que vous les prenez en photo comme note ou alors c'est juste un petit mot comme ça sur le carnet, sur le téléphone et basta Moi, je fais des croquis horribles avec le pouce sur mon téléphone. C'est terrible, vraiment. Ça peut être beau, en fait, c'est un peu lâcher prise, tu vois. Non, je t'assure, c'est vraiment pas beau. Okay. Vraiment pas. Mais moi, je les comprends. Oui, tu comprends. Oui, moi, je sais. Oui, c'est un peu comme les musiciens, ils font et après, ils se rappellent la mélodie. Moi, je peux pas la retranscrire. Je ne suis pas du tout musicienne, hein, mais je vois un peu, je vois le délire. Ouais, non, c'est très varié et on a quand même un métier, comme tout métier créatif, je dirais, on n'arrête pas d'y penser. Enfin, quand on a un projet, surtout si on est un peu bloqué sur le projet, on fait que d'y penser tout le temps, jour et nuit, on se réveille. Ouais, voilà. C'est la nuit. Non, moi j'étais enrhumée la semaine dernière, j'étais réveillée en pleine nuit et j'ai pensé à un projet, j'ai eu des idées et le lendemain matin, clic. T'as rappelé, t'as écrit. Ouais, voilà. Bah ouais, classique. Hein. Moi, je me lève la nuit pour faire des croquis. Ah oui. Ah ouais. J'ai même déjà rêvé, un de mes derniers projets de fresque, j'en ai rêvé la nuit. Ah ouais. Mais vraiment. Et je suis vite allée faire un croquis dégueulasse. Et je l'ai fait. Tout peut nous inspirer. Et ouais. Il y a différents moyens, comme tu disais, la photo, pour s'en souvenir, quoi. Mais... Et les lectures aussi. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de lectures ou de références de studios graphiques qui m'ont été données pendant les études et des lectures qui ont été fondamentales, je trouve.
Je dis pas que je me souviens de tout aujourd'hui, mais il y a des choses qui reviennent. Les éditions B42, je trouve la base. On en a la Kniba? Ouais, j'en avais pris là. Waouh. Les deux là, par exemple, pris juste dans les étagères derrière. Les deux là, ça c'est vraiment l'histoire de l'objet imprimé et ça, plus typographique, mais même l'édition est jolie avec des pages de calque. Et ce livre-là, c'est pas le mien, mais moi le mien est annoté, plein de post-it, voilà. Donc, ouais, les lectures, des fois, ça revient même des années après, quoi. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que vous êtes un peu à l'affût de nouveaux livres un peu théoriques comme ça, ou voilà, c'est juste un peu la base que vous avez eue durant vos études et ça reste, ça suffit aussi pour... parce que j'ai un peu... Oui, moi je pense j'en ai beaucoup lu pendant les études. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, on va dire. C'est un peu répétitif aussi. Oui, voilà, mais non, des petits par-ci par-là, oui, mais après c'est aussi des fois juste un livre de photos en termes d'objet en lui-même qui va aussi nous inspirer. Bien sûr. J'adore aller dans une librairie, acheter un livre que je trouve beau. Donc peut-être le sujet m'intéresse pas, mais voilà, c'est ça. Mais la manière dont ça a été traité graphiquement, incroyable. Il y a une référence que j'avais à mon diplôme. C'était un livre de recettes sur le kouglof, quoi. Mais le kouglof après revisité de 1000 façons, mais le livre était magnifique et c'était, je le cite dans mon mémoire comme référence. Justement, oui, voilà, par exemple. C'est trop drôle ce que tu as dit kouglof et j'ai pensé à ce que tu avais réalisé en fin d'études. On peut le dire, du coup, Sarah, tu as eu le prix Blida à ton master. Tu peux nous en parler rapidement parce que tu es passée aussi par des formes physiquement, enfin comme de la sculpture, quoi. Tu peux nous en parler rapidement Oui, j'avais fait des reliures impossibles. Tu as les images, donc tu les diffuseras. Voilà, donc c'était des livres objets où j'ai retravaillé la forme du livre. Donc j'avais fait des moules en bois qui me permettaient de donner une forme au livre. Alors c'était soit un triangle, un arc de cercle. Et voilà, donc là c'était vraiment travailler la matérialité du livre qu'on ne pouvait pas ouvrir, qu'on ne pouvait pas lire. Bon, là c'était des maquettes en blanc, il n'y avait rien dedans, mais c'était l'idée de lui donner un aspect sculptural. Voilà. Et voilà, et ça a été le début de plein de réflexions et que je mène toujours aujourd'hui au final quand on réfléchit à un livre. Voilà, bon là qu'on va lire, mais... Oui, même quand des pages se superposent, enfin, ça crée forcément une forme. Ouais, la transparence du papier aussi, ça on en parle, on n'en a pas parlé, mais la transparence du papier c'est super important. Si pour un projet on voit pas que le papier était trop transparent, ça peut gâcher la lecture, enfin voilà, il y a tellement de questionnements. Et oui, du coup, j'avais un peu continué ces réflexions-là pendant l'année après mes études où j'ai eu le coup de cœur Blida et où j'étais du coup mis en résidence à Blida, mis avec ce service civique. Donc mes semaines étaient un peu... Voilà. Oui, c'est une bonne transition, comme tu dis, pour les étudiants de faire une petite résidence ou justement être en service à côté, ça crée un lien. Enfin oui, on est directement, on va dire... dans un milieu professionnel, sans se mettre aussi une grosse pression directe, d'y aller en douceur. Et est-ce qu'on on arrive bientôt vers la fin, mais est-ce que vous avez... qu'est-ce qui vous met le plus de doutes aujourd'hui dans votre pratique? Est-ce qu'il y a encore des doutes, des zones que vous n'avez pas encore découvertes, ou voilà, des craintes, ou pas du tout? Ou tout va bien, alhamdoulilah? C'est vrai. Vous êtes des vrais passionnés. Le fait qu'on pense que notre métier, les choses se font en 2 clics de souris, quoi. Ça, par exemple, on peut en parler, mettre en page quelque chose. Déjà, il y a le temps de réflexion, il y a le temps de le faire. Après, ça, c'est un sujet. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le métier qui disent mais c'est bon, ton affiche, tu me l'as fait en une journée, même pas une après-midi pour un logo. Un logo, tu me le fais en une demi-journée, mais tout à fait. Oui, en fait, c'est aussi la pédagogie pour des nouveaux clients aussi, ou des personnes
dans différents milieux qui vous demandent quelque chose, un flyer, qu'importe, ça se fait pas en 2 secondes et il y a toutes ces étapes-là, comme on dit. Moi, c'est un peu comme si toutes les options d'école d'art, faut le rassembler en un métier. Donc il faut traverser tous ces médiums-là, enfin, de la typo, de la colorimétrie. On parlait d'impression, mais la colorimétrie, elle joue beaucoup. Tout ça, l'illustration, pas du tout, bien sûr. Et puis c'est sûr que des doutes, je pense qu'on en aura toujours. Ouais, tous les jours surtout dans un métier créatif. Et pourtant, moi personnellement, je m'estime extrêmement chanceuse de pouvoir vivre de ce métier toute seule, sans dépendre de quelqu'un d'autre. T'as pas d'employé, t'as pas de... Non, non, je suis toute seule. Après, je collabore beaucoup avec d'autres graphistes, parce qu'aujourd'hui, c'est le bon compromis pour moi. Je me suis un temps demandé si j'allais pas plutôt m'associer. Je pensais que ça serait de cette manière-là que je ferais évoluer, on va dire, mon statut. Mais finalement, en fait, je me sens mieux toute seule et de temps en temps, pouvoir collaborer avec d'autres personnes qui peuvent m'apporter quelque chose, un autre regard, on va dire. Pour moi, c'est super. J'ai vraiment beaucoup de chance, en fait, parce que la plupart des projets, en plus, sur lesquels je peux travailler, ils sont hyper intéressants. J'ai de la chance d'avoir des clients en général qui sont ouverts sur mes propositions, qui viennent me voir pour mon style. Oui, c'est ça, Mais après, malgré ça, pour répondre à ta question, je pense que des doutes, on en aura toujours, on remettra toujours en question. Ce matin, je me disais encore que j'allais arrêter d'être graphiste. je me le dis tout le temps. Grâce au podcast, j'espère, pour revenir jusqu'à là. Je me suis même dit, c'est pas le bon jour pour vendre mon métier. Mais parce que des déconvenus, on en a tout le temps, et des doutes, quand on fait un métier créatif, ça fait partie du quotidien, en fait, c'est normal. Oui, tous les jours, tu rejoues les cartes entre les Oui, oui, c'est clair. Après, c'est sûr qu'il y a des épreuves plus compliquées que d'autres. En tant qu'indépendante, t'es pas juste graphiste. Ouais, on est multicasquette. C'est même toi en même temps. Ouais, moi aussi, mais encore plus quand on est indépendant. Et ça, moi, c'est pour ça que pour le moment, je fais le choix d'être salariée. C'est parce que voilà, il y a quand même des aspects qu'il faut dire, quoi, que c'est pas évident, de la compta, j'imagine, toutes ces choses-là. Il faut le savoir que ça arrive si on est indépendant. Donc, Et être commercial aussi. être commercial, savoir se vendre, vendre ses projets. On l'apprend bien pendant nos études, ça je trouve, parce que les examens, tout ça, les oraux. Moi je trouve qu'aujourd'hui, j'ai dû présenter des projets à des clients et je me sentais pas trop stressée. Je sais pas, j'avais l'habitude parce que chaque année pendant les études, il y a ces examens-là, donc voilà. C'est propre aux études d'art qu'on a fait, je trouve, parce que le fait d'avoir fait toujours des bilans, de devoir présenter à l'oral et défendre nos projets et justifier chaque chose, quelle que soit la section dans laquelle on était, je pense que ça apprend vraiment beaucoup. À analyser son travail, à l'analyser et de se sentir aussi en confiance de ce choix-là et pas un autre, selon votre style aussi. Oui, en effet, il y a juste la partie plutôt du chiffrage, des devis, des factures, je suppose, qui va se faire en fonction du client aussi demandé. Soit c'est vous qui le fixez, je suppose, et soit c'est le client qui vous propose un budget pour tel projet. Et après, comment il faut dealer et négocier, c'est aussi la partie la plus dure aussi. Ah, c'est clair, c'est pas inné, on va dire. Mais bon, après, ça, je pense le mieux, c'est de discuter avec d'autres graphistes pour s'aligner un petit peu au niveau des prix, on va dire, et essayer d'être juste, à force de travailler, on se rend quand même assez vite compte que pour faire telle chose, on a besoin de tant d'heures. Donc du coup, on est capable de dire, donner un prix juste, d'essayer d'être le plus juste possible. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours forcément des clients qui ont des budgets plus restreints et on voit comment on peut changer. C'est vrai que ça, c'est aussi un caractère, je pense, d'être capable de ne pas se laisser marcher dessus, de des fois dire non, en fait là je peux pas baisser plus mon tarif, parce que c'est vrai qu'on a quand même un métier pour lequel il y a certaines personnes qui ne comprennent pas nos tarifs, le temps que ça prend alors que personne ne négocie le prix d'une baguette. Mais bon, c'est tout un autre débat. Bien sûr, c'est de la pédagogie en effet. Je suis d'accord avec toi. Il faut prendre le temps de prendre confiance aussi, de dire là c'est ma limite et j'irai pas en dessous.
Et comme tu dis, c'est pas mal aussi qu'entre vous, entre amis et collègues, qu'il y ait un équilibre de prix pour pas qu'il y ait des grosses différences entre deux graphistes. Et ça aide aussi les clients, les collaborateurs à accepter ce prix-là, vu que c'est pas pareil, en fait, ça aiderait en tout cas. Mais et après, on peut comprendre qu'après l'école, on accepte des petits prix. C'est sympa pendant 1 an, 2 ans. Après, on pouvait commencer à dire non gentiment. Ouais, et puis même le travail, ça a une valeur, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est comme ça. Après, connaître la valeur de son travail, ça, c'est pas facile au début. Même après. Bah oui, même après, ça reste, parce qu'après, même quand les prix augmentent, il faut savoir augmenter ses prix aussi. Et est-ce que c'est pas plus simple de dire non quand tu es sous une agence que de dire non quand tu es seule? Après, moi, l'aspect financier, je le gère pas du tout, pour le coup, donc ça... Mais là, je parle parce que je connais aussi quand on est indépendant, mais voilà, ça, moi, je le gère pas. Oui, t'as la pression, elle a été transférée sur celle qui gère l'agence. Oui. C'est sûr que c'est un peu plus cosy, on va dire. Trop bien. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants, étudiantes, qui souhaitent faire ce métier, ou pas du tout? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose un peu pendant ou après l'école, en vrai? Pas du tout. Aucun, c'est parfait pour ce soir. Non, mais ça va dans la continuité de ce qu'on disait, c'est que y a plein de choses à apprendre après l'école pour s'en sortir, et c'est mieux pour moi, je crois pour toi aussi, que de ne pas se lancer en indépendant tout de suite, parce que ça peut être très rude, et autrement, il faut savoir s'entourer. Et donc, si vous avez l'occasion de rencontrer des graphistes qui sont dans le métier aujourd'hui, allez leur poser des questions, je ne sais pas, aller boire un café pour vraiment poser des questions concrètes, quoi. Je veux dire, pas juste, c'est quoi tes projets en ce moment? Enfin, voilà, des trucs vraiment concrets. Et c'est après, petit à petit, comme ça, qu'on va y arriver. Ou aller dans une agence pour apprendre tout ça. Oui, comme ça, tu as fait, vu que tu avais de l'avance par rapport à ton désir, en tout cas, déjà, de ce métier. En 4e année, directement, tu sais, tu as déjà les questions en tête et tu les proposes le plus tôt possible. Comme ça, au moins, tu sais ce qui t'attend et que la sortie est moins rude, je suppose, en posant les questions que tu as posées à Céline, justement. Oui, parce que j'avais eu 2-3 commandes quand même en freelance à la sortie de l'école. Quand j'ai dû faire des factures, je suis allée lui demander, je mets combien? Dis-moi un minimum. Et ça aide, parce que autrement, c'est compliqué, quoi. Mais c'est normal, hein, et on ne cesse d'apprendre des choses, au final. C'est ça aussi, notre métier. Non, c'est vrai. C'est ça que je suis plutôt d'accord avec toi. C'est difficile de dire ne vous lancez pas en indépendant. Parce que nous, on a fait ce choix-là de ne pas le faire tout de suite, du moins. Oui, bien sûr, mais moi, je dirais plus s'entourer, en fait. Ne pas croire qu'on est capable tout de suite de tout faire tout seul et qu'on sait tout en sortant des études. Clairement, je pense que les études, ça aide à savoir à peu près ce qu'on veut faire dans la vie. Mais en réalité, tout ce qui est pratique, ça s'apprend ensuite en travaillant, en ayant des projets concrets. Et du coup, se retrouver tout seul, lâché dans la nature, moi je trouve que c'est vertigineux en fait. Et en fait, finalement, c'est peut-être un conseil qui peut être valable, je pense, sur toute une carrière. Je pense que le fait, dans tous les cas, même si on décide d'être indépendant par la suite et qu'on se sent mieux à travailler seul, continuer à discuter avec d'autres graphistes ou créatifs, quels qu'ils soient d'ailleurs, ça aide, ça permet aussi de continuer à se situer, de ne pas être aussi à la ramasse en fait, de rester aussi à jour, je pense. Et puis être hyper curieux de tout ce qui se fait. Oui, ou en festival, en biennale sûrement aussi, dans des biennales, dans des événements plus collectifs aussi, dans différentes villes, régions. N'importe où, hein, il faut être curieux, il faut oser aussi, ça je sais que c'est pas évident, mais quand on rencontre quelqu'un, même lors d'un événement, essayer d'aller lui parler, essayer de se faire un petit peu un réseau, c'est pas facile, mais ça... c'est primordial quand on fait ce genre d'études, quoi. Et puis tu as raison, et en fait, il y a la dimension, tu viens voir une personne que tu ne connais pas, mais quand tu es curieux et que tu as du désir
tu n'es pas passée pour celle qui force à venir te parler, justement, comme tu dis, la curiosité, le ton de la curiosité est plus saine que juste opportuniste, je viens, je gratte ce que j'ai besoin et je pars. Il y a un truc, trouver un équilibre. Puis, mais le partage aussi, justement comme ici, là, quoi, partager les expériences et les questionnements, tout ça, c'est super intéressant et on en ressort bien, quoi. Enfin, ça aide aussi pour le job en général. Et à s'accrocher, bien sûr. Est-ce que vous avez des tips ou pas de soutien, des soutiens financiers, je sais pas moi, du style comme avec le DRAC pour l'aide à la création. Est-ce que vous avez on va dire comme des subventions ou des aides que vous avez pu avoir après l'école qui vous ont aidé aussi à créer pas du tout. Est-ce que, je vais redire un peu les structures, mais il y a différentes structures comme l'AFDAS, la DAGP, enfin toutes ces structures-là qui sont en plus du Jursaf qui peuvent aider ou pas du tout. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion, on va dire. Bien sûr. Moi, je suis à peu près. Des bourses par rapport aux livres, les bourses, des choses comme ça. Moi, en tant qu'affiliée à la DAGP, je sais que je vois souvent passer des bourses d'aide auxquelles je pourrais candidater. Je pense que c'est pas mal, il faut être affilié à la DAGP. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que je conseillerais à n'importe quel graphiste ou artiste, parce que c'est une société qui gère en gros nos droits d'auteur. Et sur les projets sur lesquels on n'est pas payé en droits d'auteur, eux font le travail pour nous. Et puis en plus, ça permet d'avoir aussi un revenu... deux fois dans l'année sur nos droits d'auteur, qui n'est pas négligeable quand même. Je pense que c'est vraiment important, et puis c'est important aussi en termes de droits d'auteur, c'est quelque chose ce pourquoi on se bat aussi. Et en tant qu'affilié, je sais qu'ils permettent d'obtenir certaines bourses. Après, pour moi, je n'ai jamais bénéficié d'une bourse en dehors de mes études ou une subvention. Donc, je ne saurais pas donner d'autres conseils. Oui, mais je te confirme que la DAGP, absolument, il faut le faire. Ça va vite en plus à le faire. Oui, et puis c'est 15 € à vie. Exactement, plus 15 € à payer, après c'est eux qui bossent pour vous, donc c'est trop bien. C'est trop bien. Est-ce que vous avez des petits livres à conseiller pour finir? Moi, Toi, c'est fait. On a un à nous proposer, c'est nous, ou alors on le mettra sur Instagram en surprise. On pourra en mettre aussi, mais moi je pense que le dernier livre que je me suis commandé, c'est la monographie de Broken Fingers. C'est un studio qui fait des grandes fresques monumentales, qui ont un travail, moi je trouve, vraiment incroyable et hyper inspirant, très engagé politiquement. C'est le dernier livre que je me suis acheté. J'ai beaucoup de beaux livres en fait, surtout, c'est ça mes conseils. C'est pas forcément des choses, des livres à lire en fait, mais c'est des beaux livres. J'ai une passion pour les livres. Quoi? Quand t'es en panne d'inspiration. Oui, c'est ça. Moi j'ai une grosse passion livres photos et livres pour enfants que je donnerai jamais à un enfant de peur qu'il l'abîme. J'en ai une collection énorme. Ma nièce n'a pas le droit d'y toucher. Un jour peut-être. Un double. Tu donnes un pour toi et voilà. Tu photocopies, c'est chez toi. C'est un crevarde. Oui, je comprends ce que tu dis. Mais sinon, j'ai un livre à conseiller, mais je crois que c'est pas un livre incroyable, mais je sais pas pourquoi je l'ai toujours conseillé, parce que moi, je l'ai lu quand je faisais mes études. C'est Sacré Caractère, c'est un roman sur la typo. C'est hyper grand public, c'est très romancé. Mais moi, je trouve que comme première approche de la typo, c'est hyper intéressant, ça se lit super facilement. Et même si pour moi, c'était il y a longtemps et que c'est pas la meilleure référence, mais moi, je l'ai toujours gardé en tête, je le trouve sympa. Ok, trop cool. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou pas du tout? C'est ok. Ouais, Polenta, P-O-L-E-N. Comme la polenta. On mettra en photo une polenta en PNG. Transparent. Transparent quand même. On mettra un couglof en PNG. J'adore les couglof en PNG. J'ai une passion en nourriture en PNG. En transparent. On va finir. Pardon, studio. Et oui, on mettra tous les liens, même du studio, du site et tout, on mettra en barre d'infos comme ça. C'est ok, merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup Sarah et Céline d'avoir... Merci à toi. Trop bien, on vous mettra tous les livres, pareil, de leur création, leur projet. Et voilà, trop bien, merci beaucoup. Et là, merci à toi. Jusqu'au bout, vraiment une bleue jusqu'au bout. Allez, je le refais.
C'est pas mal. Le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Non. Ça va? Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. Re-bonjour. J'en Re-bonjour. peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie. Je dois être gentille, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça.